Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Une réunion sur l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad adhèrent à l'initiative du souverain marocain Mohamed VI, une initiative qui vise la transformation économique de la sous-région. Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte une résolution sur le financement des missions de paix de l'Union africaine. L'organisation s'engage à financer ces opérations dans la limite de 75% de leur budget annuel. Et le bilan de l'incendie de Kaloum en Guinée revu à la hausse. Le nombre de décès s'établit désormais à 23. Une enquête a été annoncée qui devra déterminer l'origine du sinistre. Mais tout d'abord, une élection qui suscite peu d'engouement en Tunisie. Ce dimanche, les électeurs étaient appelés aux urnes afin de désigner quelques 2155 représentants locaux, avec comme objectif la mise en place d'une deuxième chambre au Parlement, le Conseil national des régions et des districts. L'opposition a de son côté appelé au boycott du scrutin, qu'elle affirme être le parachèvement du processus autoritaire du président Kais Saied. Le Maroc a organisé ce samedi une première réunion sur l'initiative royale d'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Cette initiative vise à désenclaver le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Le Royaume entend ainsi contribuer à la mise à niveau des infrastructures de ces États. Les précisions de notre envoyé spécial à Marrakech, Cheikh Omar Kamara. Au Maroc, la première réunion ministérielle de coordination des initiatives internationales du roi Mohamed VI visant à faciliter l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique s'est tenue à Marrakech ce samedi 23 décembre 2023. Dans le prolongement de la vision et des actions de la coopération sud-sud du Royaume du Maroc initiée par le roi Mohamed VI en faveur de la prospérité de l'Afrique, cette initiative offre un potentiel sans précédent d'accès maritime à 4 pays du Sahel. Le Maroc a réaffirmé son engagement à soutenir les pays du Sahel dans leurs efforts de développement socio-économique. L'initiative royale est la promesse que le Maroc apporte toute son énergie, mobilise tous ses efforts et partage tout son savoir-faire. Il s'agit de soutenir les partenaires du Sahel pour libérer les énormes potentialités de la région et ainsi accélérer la croissance et le développement durable et inclusif des économies de la région. C'est cela la philosophie de la vision royale, exprimée d'ailleurs à l'occasion du 29e sommet de l'Union africaine pour, et je cite, l'émergence d'une nouvelle Afrique, une Afrique forte, une Afrique audacieuse qui prend en charge la défense de ses intérêts, une Afrique influente dans les concerts des nations. Fin de citation. Le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, adepte d'une Afrique souveraine, a qualifié ce projet d'important et de positif tout en motivant les nombreux atouts et avantages de l'adhésion du Mali à l'initiative royale. L'initiative de Sa Majesté le roi du Maroc a suscité l'intérêt du gouvernement du Mali, qui y voit une manifestation de la solidarité et de la fraternité agissante du Royaume du Maroc à l'endroit de pays frères africains. Nous y voyons aussi l'engagement du Royaume du Maroc à inscrire davantage son action, au-delà de la coopération bilatérale, dans un cadre désormais plus large d'une approche visant à répondre aux aspirations communes à la fois des autorités et des peuples du Sahel. Lors de cette réunion, les ministres des Affaires étrangères du Niger et du Burkina Faso ont discuté des moyens de faciliter le transport et le commerce entre pays du Sahel, une approche partagée par le Niger. Fondons l'espoir que cette initiative royale offrira de réelles opportunités d'exploitation et de transformation, de commercialisation de nos ressources, l'accélération de la connectivité régionale et des flux commerciaux pour la prospérité partagée du Maroc et des pays du Sahel. Une alternative qui attire le Burkina Faso. Cette initiative est une alternative qui s'articule parfaitement à l'ambition des États du Sahel de valoriser leurs énormes potentialités en minimisant le poids de l'enclavement à travers une politique d'intégration infrastructurelle efficace et porteuse de croissance. C'est vous dire que nous saluons à sa juste valeur
l'offre faite par Sa Majesté le roi Mohamed VI et pour laquelle, avec les autres pays frères du Sahel et sous les éclairages de nos plus hautes autorités, nous travaillerons à son appropriation. Pour les 4 pays et le Maroc, l'adhésion à l'initiative internationale du roi Mohamed VI pour favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique offre de grandes opportunités pour la transformation économique et un potentiel sans précédent à même d'apporter des solutions adaptées pour renforcer l'intégration et la coopération régionale, la transformation structurelle des économies et l'amélioration des conditions de vie de la population sahélo-saharienne dans le cadre d'une approche novatrice et intégrée favorisant la stabilité et la sécurité de la région. Et dans l'actualité également, l'ONU en soutien aux opérations de paix de l'Union africaine. Le Conseil de sécurité a adopté une résolution sur le financement des missions de paix menées par l'organisation panafricaine. Une contribution avec une limite, elle ne pourra pas dépasser les 75% du budget annuel. Et ce au titre du partage des responsabilités. Marie-Raphaël Antolo. À l'unanimité de ses membres, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté le 23 décembre 2023 la résolution 2719 sur le financement des opérations de soutien à la paix menées par l'Union africaine. Le texte des résolutions rédigé par les 3 membres africains du Conseil, notamment le Gabon, le Ghana et le Mozambique, a été entérimé après l'adoption d'une proposition d'amendement des États-Unis qui prévoit qu'au titre du partage des responsabilités, la contribution de l'ONU à ces opérations n'excède 75% de leur budget annuel. Le Conseil a cependant précisé qu'en autorisant au cas par cas d'éventuelles opérations de soutien à la paix menées par l'Union africaine, il décidera du modèle de mission le plus approprié en donnant la propriété à la création d'un bureau d'appui des Nations Unies. Chaque fois que ce Conseil se réconcilie avec sa vocation, comme aujourd'hui, il se révèle être un puissant rempart dissuasif contre les guerres et ravive l'espoir pour les générations présentes et futures. La résolution adoptée cet après-midi est un important message des Nations Unies et de la communauté internationale aux peuples africains et un moment clé dans la projection de la réponse aux aspirations légitimes de ces peuples à la sécurité et à la dignité. Les modalités de financement des activités de l'Union africaine en matière de résolution des conflits, de paix et de sécurité de l'Union africaine varient selon les missions et comprennent un mélange de sources telles que le Fonds pour la paix de l'Union africaine, les partenaires internationaux bilatéraux et multilatéraux et dans certains cas, les fonds d'affectation spéciale des Nations Unies. Toutefois, l'Union africaine rencontrait des difficultés dans la mobilisation des ressources destinées à ses propres opérations et programmes pour le maintien de la paix en Afrique. Les ressources financières sont aussi bien le nerf de la guerre que le cœur de la paix. Pendant longtemps, l'Union africaine est restée tributaire des dotations de la communauté internationale. Cette tendance entame la liberté d'action des dispositifs mis en place, dans la mesure où l'apport de l'extérieur n'est ni philanthropique ni désintéressé et peut, au gré des circonstances, être orienté, s'émousser et provoquer conséquemment des engagements financiers ou des approches mercantiles ou transactionnelles. En vertu de la résolution 2719, le Conseil reconnaît que les opérations de soutien à la paix de l'Union africaine, y compris d'imposition de la paix, avec ce financement peuvent être déployées rapidement pour appliquer un mandat clair, robuste et ciblé, d'une durée limitée et doter les mécanismes de défense d'une stratégie de sortie définie dès le début. Selon l'ONU, ce sont les opérations en République centrafricaine, au Mali, en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud qui s'avèrent les plus budgétivores dans le cadre des opérations de maintien de la paix en Afrique. Just adopted. La résolution adoptée traduit nos objectifs de répondre aux interrogations africaines restant en suspens depuis plusieurs années. À ce niveau, il est impératif de donner des réponses appropriées aux défis sécuritaires grandissants sur le continent africain.
Pour ce texte, le Conseil décide en outre que l'appui aux opérations de soutien à la paix menées par l'Union africaine sera fourni conformément à la politique de diligence voulue en matière des droits humains en cas d'appui de l'ONU à des forces de sécurité non onusiennes. Le secrétaire général de l'ONU s'est félicité de l'adoption à l'unanimité par le Conseil de sécurité de la résolution 2719. Karim Wade a déposé sa candidature à la présidentielle. L'opposant, fils de l'ancien chef de l'État, Abdoulaye Wade, en a fait l'annonce sur le réseau social X. Condamné en 2015 pour enrichissement illicite, il a été gracié en 2016 par le président Macky Sall. Il vit depuis en exil, une situation qui interroge au Sénégal. Samantha Saberou Sabouanga. L'opposant sénégalais Karim Wade, fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, a déposé sa candidature pour l'élection présidentielle de février 2024. Le député Lamine Thiam, mandataire du candidat Karim Wade, a confirmé samedi 23 décembre 2023 avoir déposé au Conseil constitutionnel le dossier de candidature à l'élection présidentielle de l'ancien ministre vivant en exil au Qatar depuis 7 ans. Je suis heureux de vous annoncer que mon dossier de candidature à l'élection présidentielle du 25 février prochain a été déposé aujourd'hui au Conseil constitutionnel. On part de plus ensemble vers un avenir meilleur pour le Sénégal. Condamné en 2015 à 6 ans de prison ferme pour enrichissement illicite, cette condamnation l'avait empêché d'être candidat à la présidentielle de 2019, remportée par le président Macky Sall. Le 6 août 2023, l'Assemblée nationale a adopté un projet de loi modifiant le code électoral et permettant de réhabiliter des leaders politiques condamnés à des peines de prison déjà purgées, dont les opposants Khalifa Sall et Karim Wade. Le dépôt de candidature de Karim Wade est, de mon point de vue, très loin d'être une étape décisive dans sa participation pour la campagne des présidentielles de 2024. Très très loin. Ce qui commencerait à devenir un acte important, c'est d'avoir une déclaration vidéo du candidat Karim Wade. C'est de le voir à travers les réseaux sociaux présenter son programme pour les Sénégalais en 2024. C'est de le voir bouger. C'est de le voir, lui, mais pas les représentants du Parti démocratique sénégalais qui, depuis le départ de Karim Wade, s'expriment en son nom. C'est le parti qui vient nous dire, voilà un communiqué de Karim Wade. Le Karim Wade aurait déclaré ceci. En tout cas, ils se font, eux, les dépositaires de la parole de Karim Wade. On n'entend pas et on ne voit pas Karim Wade s'exprimer. Mais l'étape fondamentale de la participation de Karim Wade à l'élection présidentielle serait sa présence ici sur le territoire. Parce qu'on ne peut pas mener une campagne électorale depuis le Doha, depuis le Qatar. Plus de 200 candidatures sont déclarées pour la présidentielle de février 2024. Parmi elles, celle de l'actuel Premier ministre sénégalais Amadou Ba, l'ex-ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, l'ancien ministre Ali Ngouille Ndiaye, l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, l'opposant Khalifa Sall, mais aussi Ousmane Sonko, principal opposant dont la candidature reste particulièrement incertaine. Les dernières flammes ont été éteintes ce samedi par les sapeurs-pompiers de Conakry. La commune de Kaloum, dans la capitale guinéenne, a été durement impactée par l'incendie survenu au dépôt de carburant dans la nuit du 17 au 18 novembre. Une enquête a été ouverte alors que le bilan s'est encore alourdi. Eugène Schéma. Les services sociaux et sanitaires de Guinée restent mobilisés dans la presqu'île de Kaloum après l'incendie survenu dans la nuit du 17 au 18 décembre aux environs de minuit dans le dépôt central de la Société guinéenne de pétrole. Le bilan a été revu à la hausse le 21 décembre par les autorités, portant le nombre de personnes décédées à 23. La pénurie de carburant et notamment d'essence paralyse quelque peu la capitale et les activités économiques. J'invite chacun et tous de continuer à garder la sérénité et le calme, la discipline, en respectant les consignes et directives du gouvernement et les services spécialisés pour nous permettre de reprendre progressivement les activités, notamment à Kaloum. Selon le recensement fait par les pouvoirs publics, 1100 ménages ont été directement affectés et pris en charge. Face au drame, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a assuré le 20 décembre dans une allocution
de la prise en charge gratuite des blessés par l'État. Le 22 décembre marquait en outre le deuxième jour du deuil national de 3 jours décrété par le président de transition. L'incendie dévastateur a provoqué des pertes en vie humaine, des blessés, des sans-abri, mais également des dégâts matériels importants. Peuple souverain, solidaire et résilient de Guinée, je vous adresse mes sincères condoléances et mes vœux de prompt rétablissement aux blessés qui sont déjà intégralement et gratuitement pris en charge par l'État. D'après le gouvernement, la vigilance reste de mise à Kaloum, tenant compte de la propagation de particules en suspension, provoquant parmi des personnes consultées des troubles respiratoires, d'audition, de la vision et des céphalées. L'approvisionnement en essence a été perturbé sur le territoire national du fait de l'incendie du dépôt de carburant de Kaloum. Le gouvernement promet un retour à la normale dans les meilleurs délais. Une enquête a été ouverte au niveau de la justice pour des faits présumés d'incendie volontaire, destruction, homicide, coups et blessures. La question de la productivité agricole, un véritable défi pour les autorités béninoises. Malgré les subventions, les prix des engrais et des intrants agricoles sont toujours à la hausse, d'où l'observation d'un ralentissement de la production. Pour le gouvernement, l'une des solutions se trouve dans la mécanisation. Reportage de notre correspondant Alef Tiounou. Au Bénin, le secteur agricole constitue le plus grand pourvoyeur de devises et d'emplois rémunérateurs pour l'économie. Pour la période 2021-2026, le gouvernement met en œuvre un programme national de développement des plantations et des grandes cultures. Il vise à renforcer les efforts effectués à travers le programme d'action du gouvernement depuis 2016 pour booster le secteur agricole afin d'améliorer les performances agricoles. Face aux aléas du changement climatique, les producteurs sont de plus en plus confrontés à des difficultés d'accès aux terres fertiles et limitées d'accès aux ressources financières et intrants agricoles. Malgré les efforts du gouvernement pour mettre les intrants agricoles à leur disposition à prix subventionné, la hausse du prix des engrais et autres intrants agricoles handicape la productivité agricole. Les conflits et les guerres qui s'observent ici et là induisent la rareté des intrants et par conséquent leur cherté. Dans ces conditions, même si nous avons engagé de réels efforts pour mettre les intrants agricoles à la disposition de nos producteurs à prix subventionné, un ralentissement du boom de la production agricole s'est malheureusement observé. Pour consolider davantage la dynamique en cours dans le secteur agricole, le budget gestion 2024 du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche est en hausse de 15,66%. Entre autres priorités pour l'année 2024, la consolidation des acquis de l'opérationnalisation des pôles de développement agricole, la mise en œuvre du programme national de développement des plantations et grandes cultures et l'intensification de la mécanisation agricole le long des chaînes de valeur. Notre objectif est que d'ici la prochaine décennie, l'agriculture béninoise soit entièrement mécanisée et surtout que la productivité s'améliore continuellement pour garantir la sécurité alimentaire. Selon les autorités béninoises, il est mis à disposition des producteurs des machines et équipements agricoles à des prix subventionnés à hauteur de 50%. Il est escompté la mécanisation agricole, gage d'embellie économique du secteur. À noter que le budget gestion 2024 du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche passe à plus de 99 milliards de francs CFA à plus de 115 milliards de francs CFA. Dans cette enveloppe, 77,35% du budget, soit plus de 89 milliards de francs CFA, est alloué au programme agriculture. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24, l'actualité continue.